Vous écoutez le grand débat, issu de l'épisode S402 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 24 mars 2022. Cet épisode vous est présenté par Canon et sa gamme EOS R, les hybrides plein format aux performances inédites pour une créativité sans limite. Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les ISO avec Alexis Berg pour une grande discussion au coin du feu. Alors Alexis, tu t'es fait une spécialité de l'univers de l'outdoor et plus précisément de celui de ce sport qu'est l'ultra trail. Tu photographies les plus grands événements mondiaux de cette discipline. Tu as découvert en 2017 cette course légendaire, la Barkley, qui se déroule tous les ans dans le parc de Frozen Head aux États-Unis et qui a été fondée par le charismatique Lazarus Lake que l'on a entendu en ouverture de cette émission. Cette course, loin des compétitions officielles, ne ressemble à aucune autre et a été inspirée par la fuite d'un prisonnier de la prison de Brushy Mountain qui se trouve sur le parcours. Elle est conçue de telle sorte que seul 1% des participants réussissent à la terminer. Alors avant que tu nous parles en détail de cette course et des projets que tu as menés dessus, on vous propose d'écouter le témoignage d'un autre très grand photographe qui est déjà venu à ces micros, c'est Franck Seguin, le chef du service photo de l'équipe. On l'écoute. Ce que je pourrais dire d'Alexis Berg, c'est que la mode a ses photographes, la guerre a ses photographes. Certains photographes sont des portraitistes, d'autres font des photos de cuisine, du magazine. Eh bien, Alexis pourrait faire tout cela, mais son domaine, c'est le sport. Et au-delà du sport, sa spécialité, c'est l'ultra-trail. C'est même Monsieur Ultra-Trail. Je pense que rien ne lui échappe et tout ce qu'il fait est esthétique et journalistique en même temps. Il rend compte, mais de la plus belle des manières. Je me demande souvent comment il fait. C'est l'ultra-trailer des photographes, je pense. Je crois qu'il a atteint son Graal avec son travail sur la Barkley, une course à pied ultime qui a lieu au fin fond des États-Unis, dans le Tennessee, je crois. Elle a lieu au cours de cette période. On peut retrouver la quintessence de ce travail dans son livre Les Finisseurs, qui est paru cette dernière année, avec son docu, réalisé avec son complice Aurélien Delfos. Autre talentueux personnage, mais dans la rédaction cette fois. L'autre caractéristique d'Alexis, c'est qu'il aime autant les photos des autres que les siennes. Et ça, pour moi, c'est toujours le signe d'un très grand photographe. Il est au service de l'image et non point à son service. Quintessence, Graal, l'ultra-trailer des photographes, ça, tu veux un mouchoir ? Non, ça me touche beaucoup, surtout que il est très modeste, comme tous les grands photographes, Franck Seguin. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un dont j'apprécie beaucoup le travail, notamment son travail sur l'apnée, qui est un travail, alors c'est le cas de le dire, des profondeurs, quelque chose qui suit comme ça depuis de nombreuses années. Et je me retrouve beaucoup dans son approche à la fois esthétique, mais aussi documentaire. C'est un photographe qui arrive à concilier les deux et à prolonger son regard comme ça et à toujours trouver une nouvelle, un peu comme pour moi, une nouvelle montagne derrière le sommet gravi. Donc j'aime beaucoup Franck et merci à lui pour ces mots très, très gentils. Et on reparlera prochainement avec Franck de ses projets divers et variés, sous l'eau, notamment avec Guillaume Néry. On l'avait déjà un petit peu effleuré avec lui quand il était venu à ce micro, mais on le réentendra très prochainement. C'est un ami du podcast, Franck. Alors Alexis, peut-être pour commencer, donc comme tu dois le savoir, les auditeurs de Faut pas pousser les ISO sont tous de très grands sportifs, mais ne sont pas forcément très coutumiers de ce qu'est l'ultra trail. Est-ce que déjà tu peux nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce sport de malade ? En fait, l'ultra trail c'est assez simple, c'est courir, c'est la course à pied. Mais c'est pas courir sur le bitume en ville, c'est pas un marathon de Paris, c'est un marathon autour du Mont Blanc, c'est un marathon dans une forêt, c'est donc courir en milieu naturel, courir sur des chemins. Et donc ça, c'est le trail et ultra trail. Le ultra est juste une notion de distance, c'est-à-dire c'est au-delà d'un marathon.
Donc, plus de 42 km, du coup. Voilà. Alors après, c'est vrai que les formats un peu classiques et de base de l'ultra trail, ça va être les 100 km, les 100 miles aussi. Ouais. Donc ça, voilà, c'est les distances. De jour, de nuit. Voilà. Et donc l'ultra trail, c'est la course à pied, c'est tout simple. Il n'y a pas de règles bien différentes. Il y a du matériel un peu différent parce qu'on passe des fois une nuit en montagne et donc voilà, on emmène un peu de quoi pouvoir se protéger des éléments. Mais sinon, une lampe frontale, par exemple. Mais c'est donc voilà la course à pied. Extrême, pas toujours forcément très extrême, c'est-à-dire que voilà, il y a des ultra trails qui peuvent se passer en région parisienne, c'est tout à fait possible, et puis il y en a en haute montagne aussi, ce qui est le plus souvent le cas. Alors là, tu reviens, il y a quelques jours de l'édition 2022 de la Barclay. Est-ce qu'il y a eu des finisseurs cette année ? Non. Alors voilà, on a fait le livre. Fin d'émission, allez. Non, il y a pas eu de finisseur cette année. Depuis 2017, il n'y a pas de finisseur. C'est un peu ce qui caractérise la Barclay, c'est-à-dire c'est une course qui existe depuis 1986. Chaque année, il y a une quarantaine de concurrents triés sur le volet qui tentent leur chance. Et depuis 86, il y a que 15 personnes qui ont réussi à terminer cette course. Et ça qui, voilà, en fait un peu, qui la caractérise. C'est comme ça qu'on la connaît. C'est la course que personne n'arrive à terminer. Et pourquoi sur un millier de participants à peu près. Hein. Ouais. Mais pourquoi on peut pas la terminer cette course en fait ? Pourquoi ? Parce que déjà, donc on parle de l'équivalent de 5 marathons. C'est 5 boucles qui font à peu près la distance d'un marathon dans un terrain extrêmement difficile à appréhender, des pentes vraiment terribles qu'on trouve quasiment nulle part ailleurs. Au fond de l'hiver, on est en mars dans un moment où il fait toujours pas très beau, il y a de la brume, il y a de la pluie, il fait très froid la nuit, et c'est une course qui se passe off-trail, donc il faut arriver à faire son chemin dans des champs de ronces, il faut éviter des obstacles naturels qui sont vraiment, voilà, c'est tout sauf une petite randonnée sur un chemin tracé, et ça ralentit énormément la progression des concurrents. Et donc ils sont très lents par rapport en comparaison avec une autre course, par rapport à un autre ultra trail, ils vont 3 fois plus lentement. Pourtant il y a un temps limité quand même. Et voilà, et donc il y a cette espèce de menace permanente du temps, même si c'est très lent, très long. Il y a 60 heures, et pour les concurrents la Barclay, c'est que 60 heures. Et en fait, c'est par rapport au défi, par rapport à la difficulté de cette course, arriver à finir en 60 heures, c'est presque impossible. Et c'est rendu possible que par quelques athlètes. Surhomme. Et pourtant, ce qui les a... Oui, mais leur profil, c'est intéressant quand même, parce qu'on peut se dire, ils sont complètement fous, ils sont complètement tarés. Et ce qui ressort un petit peu de tes productions, et ça on y reviendra plus tard sur les supports au travers desquels tu montres tout ça, mais c'est que ce qui les attire dans cet événement, c'est la forte probabilité de l'échec en fait. Ouais. Ce qui est intéressant avec la Barclay, c'est que c'est vraiment une anomalie. On met la Barclay dans l'ultra trail. En fait, la Barclay, c'est quelque chose de tellement particulier que c'est très difficile de pouvoir comparer cette course avec d'autres choses, avec d'autres événements sportifs. C'est d'ailleurs à la frontière. Est-ce que c'est vraiment un événement sportif ? C'est quelque chose de une histoire orale qui se partage avec seulement quelques invités chaque année dans ce parc du Tennessee, Frozen Head, qui est entouré de prisons. C'est un endroit qui vraiment a rien qui ressemble pas du tout à ce qu'on peut avoir l'habitude de se représenter d'un événement sportif, et cette anomalie sur les concurrents, ce qui nous a toujours intéressé, donc je dis nous avec Aurélien, mais moi comme photographe, c'est que on n'a pas affaire à des athlètes de haut niveau a priori. Cette course qui est réputée comme étant la plus dure du monde, on se rend compte que ceux qui arrivent à aller loin, c'est pas par leur qualité athlétique qu'ils y parviennent, c'est par d'autres qualités. Alors ces autres qualités,
quelles sont-elles? C'est ça la question, et c'est ça qui est intéressant. C'est souvent des qualités. Alors évidemment, il y a une part comme ça de dureté psychologique, d'obsession, et aussi une forme d'intelligence particulière à ce défi-là. Et ça, c'est quand même hyper intéressant de se dire que cette course, qui serait la plus dure du monde, finalement, le secret, il est pas athlétique. Ça rend aussi. Voilà, il est pas nutritif non plus, hein. Découvrir ça dans les films. Quand on voit ce qu'il mange c'est absolument inimaginable. C'est vrai. Cette année, j'étais là en train de voir une très très forte concurrente qui se préparait. Et elle avait un sac de friandises qui ressemble à ce qu'on trouve à Noël dans les sacs surprises avec tout ce qu'il y a de plus sucré. En fait, c'est vrai que c'est pas du tout l'école de diététique qu'on pourrait croire. Et d'ailleurs, souvent les ultra-trailers sont un peu caricaturés. Vous, les mangeurs de graines, ou je sais pas comment on peut caricaturer ça. En fait, non. Souvent, on se rend compte que là, voilà, les gens, ils mangent des sucreries, des pizzas, et ils sont très contents. Et cette année, celui qui est allé le plus loin, quelques secondes après avoir renoncé, la première chose qu'il a demandé, c'était une bière. Moi, j'ai un souvenir comme ça. Mon oncle est un grand marathonien amateur, et j'avais souvenir quand il venait faire le marathon de Paris, il dormait chez nous et il se réveillait. Il mettait un réveil, je crois, à 4h ou 6h du matin pour se taper un plat de pâtes, pour que les sucres lents soient efficaces au moment opportun pendant la course. Donc du coup, c'est des conditions extrêmement difficiles pour les participants, mais j'imagine aussi pour toi en tant que photographe sur place. Voilà, t'es avec eux, t'es dans les ronces, t'es dans la boue, t'es dans le froid. Comment tu gères tout ça? Alors c'est une des autres particularités de la Barkley, c'est une course qui se raconte. Les concurrents, ils partent dans l'inconnu. On ne sait pas trop où ils sont, il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de téléphone portable, ils reviennent ou ils reviennent pas, on les attend, on scrute un peu le bout du chemin. Quand tu dis qu'ils ne reviennent pas, il n'y a pas de mort quand même, non, il n'y a jamais eu d'accident. Ils s'égarent, mais... Voilà. Mais parfois, il peut arriver longtemps. Cette année, il y a quand même un des concurrents qui a été ramené par le shérif du coin. Il était en train de parler à des poubelles dans la ville voisine, pris d'hallucination. Okay. C'est plutôt ce genre d'histoire, et c'est ça aussi. La Barkley, c'est quelque chose qu'on imagine. Ça se passe beaucoup dans le récit, dans l'imaginaire, et donc pour un photographe, c'est à la fois ça peut être très frustrant. Il y a des photographes qui viennent à la Barkley, ils comprennent pas, parce que l'organisateur, il est parmi ces nombreuses facéties, l'une d'entre elles, c'est d'expliquer aux gens qui viennent, les médias, les photographes, leur dire, en fait, vous n'avez pas le droit d'aller sur le parcours pour faire des images. Ah si, en fait, il y a le plus haut sommet, là, vous avez le droit d'y aller, vous avez environ une 50aine de mètres, vous pouvez faire vos images, et puis sinon, non, ici au camp, c'est-à-dire le point de départ et le point d'arrivée, là, vous pouvez faire des images. Ok, ouais. Donc, il n'y a pas de camions comme au Tour de France qui suivent les coureurs. Il n'y a rien du tout, et puis il est interdit d'aller sur le parcours pour faire des images. C'est-à-dire que l'expérience des concurrents doit rester intacte. Et donc, ils sont livrés à eux-mêmes, et donc on n'est pas là à faire des images. Moi, avec le temps, j'ai appris à essayer de retourner cette contrainte, et j'adore faire des photos à la Barkley. Mais aussi parce que j'aime beaucoup cette partie imaginaire que la course implique, et qui fait que on n'est pas sur un événement sur lequel on peut avoir une espèce de prise comme d'habitude, et ça nous amène à changer de regard et à essayer de raconter la chose différemment. Je pense que c'est un exercice photographique vraiment intéressant. Mais ça veut dire que tu t'astreins aussi à ne pas dormir parfois, ou à embrasser le même rythme que les coureurs? Comment tu fonctionnes sur place? Oui, c'est vrai que j'ai appris, depuis que je photographie des ultra-trails, à avoir une gestion de mon sommeil un peu différente que dans mes jeunes années où je me couchais tard et où je me réveillais bien tard aussi. Et aujourd'hui, j'ai pris l'habitude de, des fois, pas dormir pendant 2 nuits, ou grappiller des bouts de sommeil à l'arrière du van là, dans lequel on était. C'est comme ça fait partie aussi du charme de ce genre d'événement. Moi, je peux pas vraiment courir en fait sur une course pour une raison simple, c'est que j'ai un sac avec 2 boîtiers, 6 objectifs, ça fait une 12aine de kilos. On court pas dans ces conditions-là, en descente peut-être un tout petit peu, mais oui, c'est des très longues journées, nuits.
Mais c'est aussi ça qui fait partie de l'aventure de ce genre d'événement. Alors quand on regarde un peu les images que tu as fait depuis plusieurs années sur cette course, il y a vraiment une esthétique particulière qui s'en dégage. Tu as fait le choix du noir et blanc très contrasté, tu as fait le choix d'une ambiance un peu mystérieuse. Tout ça, c'est des partis pris de ta part ou en fait c'est assez réaliste de l'ambiance qu'on peut trouver là-bas. Je dirais que pour moi, c'est une transcription du mystère du lieu. Je n'ai pas vocation à vouloir le transformer. C'est comme ça que moi, je vois ce parc. C'est comme ça que je vois cet événement. Après, moi, mes images, et c'est vrai pour la Barclay en particulier, elles sont issues sans doute je vais dire du cinéma, c'est-à-dire que c'est sans doute par là que mon œil il s'est le plus formé, et c'est sans doute les images du cinéma qui le plus fondent dans mon imaginaire ma manière de faire des photos. Et donc la Barclay pour moi c'est un endroit très riche à ce niveau-là, parce que c'est les États-Unis, et les États-Unis pour beaucoup de nos esprits de ma génération, le cinéma nous a abreuvé d'images des États-Unis, et donc en fait il y a plein de petits fragments des États-Unis dans ces photos-là, et je sais que je m'y attache, et plus généralement le cinéma c'est ce qui vient toujours un petit peu construire mes esthétiques. J'ai fini par devoir me résoudre à l'admettre. Tu as des œuvres références un petit peu en tête ou qui t'ont influencé? En fait, j'ai fini par le réaliser assez récemment, que dans la photographie, et notamment dans l'ultra trail, c'est une sorte de, peut-être un retour un peu en enfance pour moi, c'est-à-dire que ce que je viens chercher dans mon inconscient, etc., c'est, je pense, la littérature fantastique, le cinéma de science-fiction, le cinéma fantastique, c'est en fait ces montagnes, ces paysages de forêt, ces déserts, etc. C'est ce que j'adore photographier aujourd'hui. Et au fond, c'est ce qui a beaucoup peuplé mon adolescence, avec des films, mais vraiment des grands classiques. Là, les Star Wars, les Seigneurs des Anneaux, récemment, là, le dernier Dune. Pour moi, c'est des références esthétiques, et qui, je sais, qui sont immédiatement aux alentours de mon regard quand je fais des photos d'ultra trail. Je sais pas trop pourquoi je fais ce lien-là, mais c'est ça qui, je pense, c'est le lien que je fais si je dois expliquer d'où viennent un peu ces ambiances. En tout cas, moi, ça me faisait penser à Deadman un petit peu, ou des choses comme ça. Bon, bref, il y a un côté imaginaire qui est très fort, et ça pourrait être n'importe quelle forêt finalement. On ne sait pas du tout qu'on est aux États-Unis. Quand on voit les photos, on se dit, tiens, on peut être dans le Jura, quelque part. C'est étonnant, en fait. Ouais, c'est sûr qu'il y a un pouvoir d'abstraction dans les forêts, dans ces paysages-là, que j'adore, en fait, qui est ce que je recherche aussi en montagne, et dans tous ces types de lieux. C'est être dans ces mondes imaginaires un peu, et c'est pour ça que je fais cette référence-là avec des films fantastiques. C'est que moi, je pense que quand je suis en train de photographier ces courses-là, dans mon esprit, je suis dans un film fantastique. Alors Alexis, tes photographies sont utilisées dans la presse, évidemment, dans des publicités, tu réalises des beaux livres, des documentaires, des films même. Tu es donc, ce qu'on pourrait dire, un auteur, artiste, artisan, photographe et réalisateur complet. À ce titre, ton travail est donc naturellement représenté en galerie et régulièrement exposé. Nous avons rencontré Jean-Denis Walter, ex-directeur photo et rédacteur en chef de l'équipe qui dirige la galerie qui porte son nom, Jean-Denis Walter. Il nous donne sa vision de la photographie de sport comme photographie d'art. On l'écoute. En fait, c'était au départ, j'ai fait l'essentiel de ma carrière à l'équipe. J'ai été directeur de la photographie, puis rédacteur en chef du magazine, donc le supplément du samedi, donc qui est assez photographique. J'ai toujours été très impliqué dans la production photographique parce que c'est mon histoire et c'est ma culture.
Et en fait, c'est pendant ma carrière que je sentais de temps en temps, je voyais passer des choses, c'est pas tous les jours, hein, clairement, mais des photographies où je me disais qu'il y avait vraiment un potentiel. C'est-à-dire que c'était pas c'est pas juste deux mecs qui se disputent un ballon, c'est que ça vous emmenait beaucoup plus loin que ça. Et comme j'étais déjà habitué des galeries, des foires de photos, ça me passionne hein, depuis toujours, je me suis dit que le sport, qui était considéré comme peu noble à une époque, c'était un thème extraordinaire et qu'il y avait certaines photographies qui étaient tout à fait, qui avaient le potentiel, je dirais, pour passer des pages d'un magazine ou au mur d'une galerie. Donc c'est né comme ça pendant ma carrière à l'équipe. Et la perception des gens, en fait, ça a été un truc. Il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'univers de la galerie, qui ont même commencé à construire des collections et qui n'étaient pas du tout des collectionneurs de photographie au départ, mais qui, par ce thème qui les inspirait, qui les enthousiasmait, les passionnait, tout d'un coup, ils se sont dit acquérir une œuvre originale sur un thème qui m'est cher, c'est la bonne idée. Et donc, en fait, je dirais qu'il n'y a pas vraiment de différence avec une œuvre photographique traditionnelle, c'est juste le thème qui change, mais il est tellement riche, il y a tellement d'émotions, il y a tellement de choses, différentes cordes en fait qui peuvent vibrer, notamment celle de la nostalgie aussi pour les photos un peu historiques, que en fait c'est plutôt bien perçu, heureusement pour moi d'ailleurs. Puis mon histoire avec Alexis, elle a démarré donc en 2015, je dirais que ça doit être, on travaille ensemble depuis 2015, et puis depuis je le représente, il n'avait pas d'expérience en galerie avant. Je suis même pas sûr qu'il avait pensé que son travail pouvait y accéder. Mais non seulement je l'ai encouragé, mais ça se passe plutôt bien hein, pour Alexis, je dirais. Alors Alexis, est-ce que tu penses qu'il y a encore finalement beaucoup de travail à faire pour faire accepter justement la photographie de sport comme œuvre d'art? Je dirais que la photographie de sport, elle a cette particularité d'être énormément publiée en magazine. Voilà, il y a beaucoup de médias de sport. Il y a beaucoup plus d'espace pour la photo de sport que des fois pour le photojournalisme. Enfin, évidemment, il y a aussi plein de magazines pour ça, mais c'est vrai que la photo de sport, c'est une photo d'actualité. On couvre un événement. Moi, ça m'est jamais arrivé, par exemple, de faire de la photo dans un stade. Mais voilà, quand on fait des photos d'un match de foot, on a son ordinateur à portée. Et en fait, à la mi-temps, on est déjà en train d'envoyer des photos. C'est quelque chose dans l'immédiat de l'actualité. Dans les premières minutes du match, ouais, on est sur l'immédiateté la plus totale. Là, voilà, c'est un monde voilà, qui est dans le flux et dans l'urgence un peu de l'actualité. Et je pense que depuis toujours, les grands photographes de sport qui, par leur métier, sont dans cette urgence-là, ont aussi développé à côté un autre type de temporalité. Franck Seguin, je pense, il est vraiment là-dedans, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui, par son métier, doit faire des photos dans l'urgence du quotidien qui va paraître, voilà. Mais à côté de ça, ces photographes-là qui ont vraiment un regard et une vraie une esthétique et une recherche, etc. Ils ont développé un travail de reportage, ils ont essayé de construire comme ça des séries à long terme, et donc ça a fait, et donc la galerie de Jean Denis, c'est ça qu'elle montre finalement. Elle montre évidemment des photos d'actualité, des choses historiques, mais elle montre aussi souvent des photographes qui, à côté de leur travail quotidien, ont poussé un peu plus loin, voilà, ces portes-là peut-être un peu hermétiques de le monde de l'art, qu'est-ce que c'est, etc. Et donc on se retrouve avec des choses vraiment très très belles, et il faut aller voir la galerie de Jean Denis. Il y a des regards très différents sur plein de sports variés. Moi, je suis très honoré d'avoir été ajouté dans ce catalogue à côté de photographes vraiment que j'admire, et c'est une chance. Est-ce que tu sais un peu qui sont les acheteurs de photographies de sport?
Je dirais que c'est des passionnés de sport, c'est peut-être un public assez différent de l'achat de photos d'art, peut-être du photojournalisme. Évidemment, c'est sans doute différent. Le sport, je pense, pour plein de gens, c'est quelque chose d'un peu nostalgique. C'est souvent quelque chose qui nous renvoie à notre enfance, adolescence, à nos émotions face au sport qu'on a pu pratiquer ou aux événements qu'on a pu voir. Donc, je pense qu'il y a, et dans la galerie de Jean Denis, il y a des photos actuelles. Moi, il y a encore, des fois, il y a des choses que je lui propose, que je viens de faire il y a quelques semaines plus tôt. Mais sinon, il y a beaucoup de photographes qui proposent des œuvres historiques qui, sans doute, vont toucher des gens, qui ont des souvenirs, d'avoir assisté, par exemple, à Paris-Roubaix, être allé à Roland-Garros quand ils étaient jeunes, être allé dans un stade, dans des moments historiques. Et donc, c'est ce public-là, je pense, une sorte de nostalgie. Alors on le voit à chaque fois qu'on parle de photos de sport dans ce podcast, dans Faut pas pousser les ISO, d'une manière ou d'une autre, il y a l'équipe qui revient. C'est flagrant. Il y a un monopole. C'est flagrant. C'est flagrant C'est... quand on a préparé l'émission avec toi. Je veux dire, tous les intervenants et toi y compris sont liés d'une manière ou d'une autre à l'équipe. Selon toi, c'est quoi la place que joue ce magazine dans la photographie de sport en France ? C'est sûr que, et d'ailleurs, quand on voyage, on se rend compte qu'il est extrêmement rare de voir un média national spécialisé sur le sport, comparable à l'équipe. Il y a très très peu de médias dans le monde l'équipe c'est un peu particulier aussi parce que il y a aussi une télé, c'est aussi un organisateur d'événements, le Tour de France notamment. Je pense que l'équipe et l'équipe magazine en particulier a toujours accompagné le regard photographique sur le sport. L'équipe magazine, il y a des grands reportages dedans, mais il y a une place à la photographie qui peut-être est, pareil, dans le monde de la photo de sport, une sorte de petit miracle encore existant dans lequel on peut voir des portfolios au long cours avec une mise en valeur du travail photographique. Souvent, on a tendance, et c'est le cas dans plein de choses, mais dans la photo de sport, la photo, elle est une sorte de... je dirais pas qu'elle est accessoire, mais elle est un complément du texte, elle est un complément de l'histoire. L'équipe magazine propose souvent de mettre en valeur plus la photo que le texte. Et ça, c'est assez rare. Et ça, c'est une vraie signature du magazine L'équipe qu'on trouve, qui est un supplément, qu'on trouve que les week-ends et qui raconte souvent, comme tu le disais, des histoires à côté du sport. Ça peut être même sur les sports paralympiques, enfin toutes sortes de sports, des petites histoires dans la grande histoire, etc. Et notamment beaucoup Franck Séguin, c'est vrai. Alors la photographie de sport, c'est une discipline qui fait rêver beaucoup de gens, beaucoup de jeunes photographes. Tu me racontais quand on a préparé cette émission que tu avais fait ce choix de te spécialiser dans un domaine en particulier, là en l'occurrence l'ultra trail. C'est ça un peu le conseil que tu peux donner à un jeune photographe de sport qui aimerait sortir un peu du lot, si on peut dire ça comme ça? Oui, alors je conseillerais de faire ce choix-là. Moi, j'ai presque pas l'impression d'avoir fait un choix, c'est-à-dire que ça m'est un peu arrivé par accident et j'ai réalisé a posteriori ce que ça pouvait être utile quand on est photographe, d'être à un moment donné, de s'être spécialisé, de se contenter peut-être d'un domaine. Alors ça peut peut-être frustrer des gens, mais moi, fort heureusement, en rencontrant l'Ultra Trail, j'ai rencontré quelque chose très riche, avec plein de possibilités de voyages, de lieux différents, etc. Et c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour un jeune photographe d'exister dans un domaine précis plutôt que de évidemment vouloir faire un peu tout, parce que voilà, notre œil, notre intérêt est bien plus vaste que ça. Moi, évidemment, il y a plein d'autres choses dans la vie qui m'intéressent, mais dans la photo, c'est sûr que s'être arrêté quelque part,
c'est ça qui permet aussi d'être à un moment donné identifié, reconnu et d'avoir un peu plus facilement peut-être aussi du boulot. C'est sûr que c'est un conseil que je donne à tous les jeunes photographes. Et pour se lancer, est-ce qu'il faut se limiter à la photo ou aux jeunes générations, tu dirais désormais la vidéo est devenue incontournable? Toi-même d'ailleurs, tu en es l'exemple. Qu'est-ce que tu conseillerais à des jeunes qui voudraient se lancer, d'embrasser les deux médias? Je sais pas. C'est-à-dire que si... en fait, c'est pas vraiment possible de faire les deux en même temps. Et ça, c'est quelque chose, des fois, on nous le demande, et moi, je refuse maintenant. Alors, on dit qu'avec les définitions vidéo actuelles, notamment la 8K sur un EOS R5, on peut extraire des images de 30 millions de pixels, et du coup, capter un 100 mètres deviendra absolument possible. En plus, il n'y a plus de rolling shutter, donc on pourra extraire une image haute définition d'une séquence vidéo. C'est vrai, mais c'est vrai que l'outil le permet. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que autant de personnes sont polyvalentes et font les deux. Au même moment, moi je trouve difficile d'arriver à concilier les deux parce que c'est pas pareil dans la construction du cadre, en fait, notre esprit, pour moi, il fonctionne pas pareil quand on fait des photos et quand on filme. Et c'est hyper intéressant d'avoir un outil qui permet de faire les deux à des moments différents. Et donc, moi, je pense que c'est hyper intéressant pour un jeune photographe d'être capable aussi de filmer, parce que c'est sûr que c'est quelque chose de très complémentaire. Mais il faut savoir aussi avoir l'exigence de l'un et de l'autre et d'être capable de savoir très bien faire l'un ou l'autre, plutôt que de faire un peu les deux. Ouais, c'est ce que je conseillerais quand même de garder une exigence, quoi. Je suis totalement d'accord, surtout que beaucoup de grands réalisateurs ont d'abord été de grands photographes, et l'éducation de l'œil se fait souvent sur la prise de vue fixe avant qu'elle soit animée. Petite parenthèse. Alors, Alexis, moi j'aimerais bien qu'on parle un peu de ta technique de photographe et du matériel que tu utilises. Alors, j'ai cru comprendre que tu es un utilisateur de la première heure de boîtier Canon, que tu es tombé dans la marmite Canon quand tu étais petit, et que tu as commencé avec un réflexe numérique, le célèbre EOS 400D. Tu peux un peu nous raconter du coup ton rapport au matos et un peu les boîtiers par lesquels t'es passé? Est-ce que maintenant tu travailles à l'EOS R5? Oui, donc en effet, mon premier boîtier, alors j'ai pas vraiment l'histoire des fois classique des photographes qui ont eu un appareil depuis tout petit, etc. Ce roman un peu initiatique, il est pas comme ça, il est un peu à contre-courant pour moi. On m'a offert un appareil photo, j'avais, peut-être 22, 23 ans, donc voilà, un premier Canon, et j'ai tout de suite quand même eu une certaine relation, je dirais. J'ai tout de suite compris un peu comment l'outil allait fonctionner, et ça a été pour moi hyper intéressant d'avoir avec le numérique cette possibilité de tout de suite comprendre le résultat de mes choix. Sans trop savoir pourquoi, j'ai tout de suite décidé de travailler en manuel, et évidemment c'est la meilleure des écoles. Avec un numérique, si on arrive un peu à être curieux du résultat, on peut apprendre la photo assez simplement. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai appris la photo, avec un premier réflexe numérique. Et puis, tout à l'heure, Arthur, tu racontais donc voilà ce voyage que j'ai fait au Proche-Orient qui est assez, avec un peu le virage de mon rapport à la photographie. Juste avant de partir, j'avais acheté donc un Canon 5D, la première génération de légendaire format numérique. Abordable, on va dire. Voilà, donc j'avais acheté ce boîtier-là. Je me souviens, on m'avait conseillé, un photographe m'avait conseillé un 24 mm. Donc je suis parti avec le 24 mm de 1.4, qui était encore aujourd'hui un objectif que j'adore. Et donc je suis parti, voilà, comme ça. Et c'est vrai que c'est dans ce voyage-là que mon histoire avec la photographie a réellement commencé.
c'était la première fois que je partais à l'étranger, un peu comme ça, un peu tout seul, et un peu mon interface avec ce monde étranger, ça a été la photographie, ça a été ma manière de communiquer avec voilà, quelque chose qui m'était complètement étranger. Et après ça, donc voilà, Canon 5D, j'ai épuisé chacune des générations. T'es passé sur la série 1D ou pas? Non, je suis toujours resté avec le 5D, donc j'ai eu le 1, le 2, le 3, le 4. Et puis là, depuis maintenant peut-être 1 an, je suis donc passé au R5. Il m'a fallu une petite phase d'adaptation. Parce que c'est vrai que... La visée électronique, c'est quoi qui t'a le plus perturbé? Non, je dirais, c'est pour avoir toujours été très fidèle aux mêmes boîtiers, aux mêmes optiques, etc. Je pense que c'est ça aussi un peu le savoir-faire du photographe, c'est de connaître son matériel, d'avoir une sorte de croyance, de foi dans le résultat, dans les attentes, confiance. Voilà, qu'on peut avoir. Et ça, moi, c'est quelque chose c'est pour ça que je suis resté aussi fidèle au même boîtier. C'est parce que quand je suis sur le terrain, j'ai besoin c'est presque un peu un lien magique entre voilà, je sais ce qui va se passer, quand je vais développer les photos, etc. Et c'est sûr que quand on change de manière voilà, d'un outil aussi différent avec peut-être le R5, il m'a fallu un peu de temps pour renouveler cette espèce de lien qui se passe entre l'objet et l'image. Il m'a fallu quelques semaines et maintenant je suis quasiment incapable je suis incapable de faire marche arrière. Au début, je surexposais un peu mes images. Mais ma gestion de l'ombre était pas exactement celle dont j'avais l'habitude. Et en fait, très vite, j'ai pris le pli. Et aujourd'hui, je fais des choses que j'arrivais pas à faire avec le dernier Mark IV. Oui, les 5D chez Canon, c'est plutôt une écriture, en ce qui te concerne, même dans le domaine de la photo de sport, plutôt documentaire. Si on veut de la rafale, on va sur les 1D, on va sur des appareils APS-C, etc. Donc le R5 s'inscrit dans son continuité, mais lui a des rafales phénoménales à 20 images par seconde. Alors puisqu'on parle un peu de technique, est-ce que ça a changé ton utilisation aussi sur le terrain? Est-ce que tu te laisses tenter par ces rafales de folie ou tu gardes vraiment cet œil plutôt long, documentaire? Un peu les deux. J'ai toujours utilisé la rafale parce que moi, je photographie beaucoup d'actions quand même. Et je photographie les gens qui courent. Et la mécanique de la course à pied, c'est quelque chose d'un peu ingrat. C'est-à-dire qu'en un fragment de seconde, on peut avoir un œil fermé, une jambe qui part d'un côté, etc. Et donc, souvent, moi, je construis beaucoup mes images. Voilà, je trouve un lieu, je construis mon cadre. Et après, j'attends. Et j'attends longtemps de voir quelqu'un arriver sur le sentier. C'est comme ça que je fais mes photos. Et c'est vrai que j'utilise la rafale dans le moment précis où j'ai enfin quelqu'un qui arrive à l'endroit sur le morceau de chemin voilà, que j'ai décidé de photographier. Je vais faire un coup de rafale parce que exactement la même image sera pas la même si voilà, il y a un bras qui part un peu en vrac. Et donc, non, la rafale, c'est quelque chose de très utile pour moi. Et d'ailleurs aussi, de manière... sur la partie un peu plus documentaire, moi, j'aime bien photographier des gros plans sur des émotions. Et en fait, on a envie d'avoir exactement la bonne justesse quoi là-dessus. Et donc j'utilise le mode rafale. Et le choix du R5, c'était aussi pour ses capacités en vidéo ou pas du tout? Oui, c'est vrai que moi j'ai toujours filmé avec mes boîtiers photo. Donc je n'utilise pas d'autres caméras quand je filme. Et je fais quand même aujourd'hui, je pense que j'ai fait 8 ou 9 films, j'ai fait pas mal de documentaires différents, de formats différents, etc. J'ai toujours filmé moi-même avec mes propres boîtiers. Donc depuis, je pense que mon premier film, c'était avec le Mark II, il y a une dizaine d'années. Et c'est vrai que oui, le R5, je l'ai aussi choisi pour la vidéo, parce que c'est vrai que, et là je l'ai utilisé
notamment l'année dernière sur plusieurs projets. C'est un boîtier qui alors a déjà la chance enfin moi j'ai la chance de pouvoir l'utiliser avec tout le parc optique que j'ai et aujourd'hui je trouve que ses capacités de focus en vidéo sont assez bluffants et au-delà de ça, je trouve que sa stabilisation est vraiment hyper riche et ouais non c'est un très bon boîtier vidéo. Et qu'est-ce que ça t'apporte, la haute définition? Parce qu'on voit dans tes productions souvent des zoomings dans les images, en fait. On plonge dans les images, c'est un peu un effet Ken Burns. Est-ce que ça t'aide, la haute définition, à ce niveau-là, ou est-ce que tu recadres tes images, d'ailleurs, si la focale est trop courte ou... Alors, c'est vrai que moi, j'ai tendance à beaucoup me déplacer. Et donc, j'ai plutôt tendance à me dire, à faire confiance à mes capacités de mes petites jambes plutôt que de rester au même endroit et de recadrer après. Mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec le R5, je sais que je vais pouvoir recadrer l'image beaucoup plus qu'avant. Et il y a des moments où enfin, j'utilise ça, c'est sûr que ça, c'est devenu un nouveau paramètre. Je vais peut-être me donner un peu de largeur sur mon cadre en me disant que je pourrais après intervenir. Et ça, c'est sûr que la définition maintenant là du capteur a élargi ça et aussi. Moi, je n'utilise pas parce que c'est trop lourd, je n'utilise pas de gros téléobjectifs. Alors justement, décris-nous ton sac photo. Tu as parlé de 12 kilos tout à l'heure. Un sac de 12 kilos, il y a quoi dedans? Côté hybride, c'est pas vraiment l'idée, là. Hein. En fait, déjà, c'est un gros sac parce que je photographie principalement en montagne. Donc, j'ai besoin d'un sac où il y a du matériel photo, mais aussi dans lequel il y a à boire, à manger, des couches j'ai dit des couches. Hein, oui, on a compris. C'est des vêtements, dans le contexte ultra trail. Non, mais c'est des vêtements pour le froid, des gros gants, des choses comme ça. Donc il y a quand même tout un matériel qui n'est pas directement photographique. Et après, moi, je travaille toujours avec 2 boîtiers. Ça m'arrive jamais de partir avec un seul. Classiquement, en cas de panne, ou c'est pour vraiment les utiliser tous les deux en même temps? c'est parce que j'utilise les deux en même temps. C'est-à-dire, il m'arrive des fois d'être, je sais pas, au sommet d'une montagne, d'avoir à quelques mètres posé un des boîtiers et en fait d'avoir presque une sorte de danse où je sais que à un instant précis, quelqu'un va arriver, je vais faire une photo avec le premier boîtier. À un moment donné, je vais le poser, je vais aller prendre l'autre et les 2 cadres sont déjà construits. J'utilise les 2. Souvent, voilà, j'ai les 2 et j'ai presque un dans chaque main et en une fraction de seconde, je vais changer de cadre et je vais faire une autre photo. Et voilà, l'idée d'avoir 2 boîtiers, pour moi, c'est d'avoir 2 optiques très différentes, de monter dessus et de pouvoir alterner. Et donc, du coup, classiquement, je pars avec un grand angle. En journée, ça va être un 16-35. Et puis, sur l'autre boîtier, ça va être un 70-200. Ça, c'est un peu mes fétiches habituels. Alors ça, c'est les focales qu'on trouve en monture EF. Ça veut dire que tu utilises une bague, tu as gardé tes anciennes optiques ou tu as investi dans les montures RF? Alors là, je suis en phase de transition, donc j'ai un peu les deux. Parce que c'est le 15, on trouve désormais, c'est plus un 16-35, c'est un 15-35 ouais. f2.8. Donc là, pour l'instant, j'ai encore le 16-35, j'ai encore un 70-200 EF, j'ai en revanche maintenant un 50, j'ai aussi acheté là, le 100 macro là récemment. Et c'est vrai que donc voilà, classiquement j'ai ces 2 objectifs là pour la journée, donc avec des ouvertures à 2.8. J'ai aussi toujours des objectifs plus lumineux, notamment pour la forêt, pour la nuit, pour les moments de luminosité un peu moins importante. Et donc tu pousses les ISO jusqu'où? Alors maintenant j'ai tendance à j'ai toujours eu tendance à être un peu conservateur là-dessus, donc je montais jamais trop. J'avoue que 3200 pendant longtemps c'était un peu ma limite, parce que aussi c'est une histoire après d'esthétique, de rendu, etc. Maintenant là je monte facilement au-delà de 5000. Mais c'est vrai que j'ai plutôt tendance à un peu rester au plus bas possible en toutes circonstances. Et non, du coup, juste pour les objectifs, donc
j'ai 5-6 objectifs toujours, et donc un 24 mm, un 50 mm, un 85 mm, et des fois même là, donc un objectif macro quand je veux aller faire des détails. Donc des fois, voilà, 6 objectifs. Ça veut dire que tu n'hésites pas à changer, à manipuler dans des conditions qui ont l'air parfois assez dantesques. Ah ouais, moi en fait, j'ai jamais eu de problème avec mon matériel, sous la pluie, sous la neige, dans le froid, ça te fait pas dans peur la le capteur poussière. affleurant libre. Alors il y a un rideau quand on change l'optique sur le R5, mais moi je change les objectifs en permanence, n'importe où. C'est aussi pour ça d'ailleurs que je suis toujours resté avec ces Mark IV, la LR5, etc. J'ai assez confiance dans la robustesse de ces boîtiers. Je les ai fait des fois tomber, je les ai mis dans des températures extrêmes. Voilà, j'ai jamais eu de problème. Donc peut-être il faut que je touche du bois en disant ça, mais non, mais c'est vrai que c'est aussi pour moi assez important, et c'est d'ailleurs, on le voit beaucoup dans la photo outdoor. Certains constructeurs qui ont fait des boîtiers voilà, beaucoup plus légers, plus petits, etc. Et avec des fiches techniques très intéressantes, sont pas toujours des boîtiers aussi robustes. Et donc voilà, moi je me pose pas de questions si dans mon sac ça va taper un peu, etc. Je peux des fois tomber, etc. Il faut que ça soit solide. Alors, je te propose qu'on revienne un peu maintenant sur ton histoire avec cette course, la Barclay, qui a donc commencé en 2017 en ce qui te concerne, avec un premier reportage photo qui s'est suivi d'un premier film documentaire, un beau livre et enfin un second film documentaire. Donc ces projets, tu les as menés avec Aurélien Delfosse, qui est grand reporter et chef de service de l'équipe Explore. Il nous raconte la genèse de votre premier film, La Barclay sans limite. On l'écoute. Alors, c'est 2 documentaires qui sont sur la plateforme L'Équipe Explore, qui est donc l'espace réservé aux abonnés sur l'équipe, et où on concentre du grand reportage interactif, des podcasts, des documentaires. Donc, en fait, tout ce qui va être narration un peu plus poussée, un peu plus longue, long récit, enquête également assez recherchée, etc. La Barclay sans pitié, elle naît de 2 choses. Déjà d'un reportage photo d'Alexis qui était pour moi quasiment plus cinématographique que photographique. En fait, il a une grande qualité, Alexis, c'est que en fait, il a le sens de la narration. Et ce n'est pas un photographe qui fige, mais c'est un photographe qui donne du mouvement, en tout cas à mon sens, et qui restitue les coureurs dans un cadre aussi plus général, pas seulement dans celui de la course. Ce qui fait que, en fait, au travers de ces photos, on avait déjà le déroulé d'un film, il y avait le scénario, si tu veux. Et en voyant ces photos, moi, j'ai vu directement une espèce de film. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que moi, j'avais à cœur à l'équipe Explore, ça faisait plusieurs années que je faisais du documentaire, et je cherchais un reportage photographique justement à animer, et cette espèce d'alliage comme ça entre ces photos et puis l'ambition que j'avais au fond de moi d'essayer de faire un film avec des photos, sans images, a fait que tout était réuni pour qu'on puisse faire ce projet. Donc ça, c'est le documentaire La Barclay sans pitié, donc un diaporama un petit peu animé fait à partir de tes images. Et après ça, vous avez fait Les Finisseurs, un beau livre et un film. Et tu m'as expliqué que le film, c'est une adaptation du beau livre. Est-ce que tu peux nous pitcher un peu ce projet-là, Les Finisseurs, qui a l'air complet pour le coup? Ouais, alors bon, ce qui s'est passé donc la première fois, donc Aurélien là parle donc de photos. C'est la première Barclay que j'ai couvert, c'était en 2017, et cette année-là, c'est la dernière où on a vu quelqu'un terminer la course, donc ce qu'on appelle un finisseur. Et pour le film, on était allé le rencontrer chez lui à Washington. On était dans le sous-sol de sa maison et on était face à quelqu'un qui nous a impressionnés. Qui nous a marqué, une sorte de limpidité dans les images, dans les mots utilisés, dans sa manière de raconter. Et en fait, c'est lui qui finalement a été un peu à l'origine du reste, c'est-à-dire que après le film, donc on a fait La Barclay sans pitié, qui a été diffusé un peu partout à l'international. On a eu des prix, etc. et tout. Et on avait cette espèce d'idée de vraiment La Barclay. Il y aurait un livre à faire sur cette course. Il y a tellement de choses. Et puis
ce John Kelly, c'est son nom, il nous a mis sur la piste de cette liste un peu mystérieuse des finisseurs de la Barclay. Ils sont que 15. Et ça, c'est comme ça qu'on a décidé de raconter la Barclay pour le livre. On s'est dit, voilà, notre angle, ça va être ça va être d'essayer d'aller les retrouver. Et donc, on a décidé de les recontacter. On a eu finalement pas trop de mal à récupérer les emails et à expliquer notre projet. On leur a dit, voilà, nous, on veut venir taper à votre porte, on va s'asseoir en face de vous et vous allez nous raconter votre histoire. Et par chance, ils ont dit oui. Et donc, on a construit un voyage un peu fou sur un mois et quelques semaines, 5 semaines. On a traversé les États-Unis, on est allé rencontrer chez eux chacun de ces finisseurs. Il faut savoir que certains, ils ont terminé la Barclay il y a une vingtaine d'années. Il y en a un qui a 70 ans. Ils ont leur vie. Il y a un ambulancier. Il y a beaucoup d'ingénieurs. Tout à l'heure, Benjamin t'en parlait. C'est des gens qui sont des personnages qui nous ont fait voyager aussi dans une certaine. C'est un voyage américain. C'est un road trip. C'est surtout la rencontre de personnages qui sont pas du tout les habituels athlètes qu'on peut croiser dans le sport. C'est pas des tout à l'heure, tu as parlé de surhommes, etc. C'est pas ça. Est-ce qu'il y a des femmes d'ailleurs qui ont fini? Pour l'instant, il y a pas de femmes. C'est un sujet qu'on aborde évidemment dans le livre pour essayer de le comprendre. Il y a pas mal d'explications. Une des explications, elle est un peu statistique, parce que pendant longtemps, il y avait assez peu de femmes qui prenaient le départ de la course. Aussi parce que l'organisateur lui-même, c'est lui qui sélectionne, il sélectionnait peu de femmes. Peut-être aussi peu de femmes avaient envie de faire cette course. Et donc aujourd'hui, on attend, et on avait d'ailleurs des espoirs cette année que peut-être la prochaine sur la liste serait une femme. Et donc, non, pas de femme encore. Et est-ce qu'il y a des finisseurs qui retentent de le finir à nouveau? Alors, ça arrive, c'est assez minoritaire finalement. Souvent, c'est l'accomplissement un peu final pour eux. On le voit sur les docus, hein, on voit toute l'émotion quand ils touchent la barre à la fin. Enfin, c'est absolument dingue. Ouais, c'est vrai. Et puis, pour pas mal d'entre eux, ça a été un aboutissement. Mais quelque chose, ils ont refermé un peu cette page-là. On est allé à la rencontre de certains. Je pense à l'un d'eux. Il est ambulancier dans le Colorado. Quand on est arrivé chez lui, il nous a dit hier, j'ai dû dire à mes collègues qu'il y avait 2 Français qui venaient me voir et ils m'ont dit mais pourquoi ils viennent t'interviewer, etc. Et je leur ai dit, vous savez, la Barclay, cette course, en fait, il avait jamais même parlé à ses collègues du fait qu'il est un des 15 finisseurs de la Barclay. Ça montre aussi un peu le type de personnages qu'on a pu rencontrer. C'est pas un monde de vainqueurs là. Il y a pas cette notion à la Barclay. C'est quelque chose qu'on garde un peu pour soi. C'est un accomplissement qui est pas un trophée narcissique. C'est aussi ça qui nous a plu. Et du coup, donc tous ces projets-là que vous avez menés autour de cette course, est-ce qu'ils ont rencontré leur public? Alors tu me dis qu'avec le premier documentaire, vous avez reçu des prix. J'ai cru comprendre que le livre allait être proposé en anglais dans une maison d'édition assez prestigieuse aux États-Unis. Alors en fait, le livre en anglais, il est sorti il y a quelques semaines, mi-février. Et en effet, on a le privilège que l'éditeur de la version anglaise, c'est Thames & Hudson. C'est un des grands éditeur de beaux livres qui du coup s'est aventuré un peu dans l'ultra trail pour la première fois et donc c'est vrai que ça c'est pour nous vraiment un honneur. Le livre vient d'être fini de traduire en italien, donc il va sortir dans quelques mois en italien. Récemment on a eu un contact avec des Japonais qui voudraient aussi peut-être traduire le livre, donc c'est sûr que le livre la Barclay étant quand même dans le monde de l'ultra trail quelque chose
beaucoup de monde observe. Voilà, c'est cet objet un peu fascinant. À la fois, il y a plein de films, et en même temps, il y a plein de mystères aussi. Et donc, le livre vient répondre un peu à pas mal de ces mystères. Et donc, oui, il a trouvé un public déjà dans la version française qui est toujours en librairie et qui c'est vrai, a occasionné voilà, pas mal de retours assez positifs. Alors, ce qu'il faut savoir, hein, c'est que ce livre a été initialement réalisé par les éditions Mons, qui sont ta propre maison d'édition que tu as montée en 2018. Alors, avec cette maison d'édition, tu ne fais pas que tes propres projets de livres, tu travailles avec d'autres photographes. L'un de tes derniers projets, c'est le livre Turbulence sur le travail de Ben Thouars. Il nous raconte comment et pourquoi vous avez travaillé ensemble. On l'écoute. Alexis, donc évidemment, avant tout photographe talentueux, dans un autre environnement que le mien, puisque lui c'est plus la montagne, mais moi je l'ai rencontré parce qu'on exposait dans la même galerie chez Jean-Denis Walter, et j'avais remarqué son travail, toujours avec des super compositions et tout ça, j'avais vraiment apprécié ça, et puis j'ai découvert aussi son travail en tant qu'éditeur, avec ces quelques livres que j'avais pu voir là-bas, et ça m'a tout de suite plu. Et c'est vraiment ça qui m'a attiré pour Turbulence, pour ce deuxième livre. Je cherchais quelqu'un justement qui puisse me faire la mise en page de mon livre, qui est un regard extérieur sur mon travail. Et finalement, Alexis a été la personne rêvée pour faire ça, puisque il est très professionnel, très pointu dans ses réflexions. Il sait l'expliquer. Et en même temps, voilà, moi, il m'a apporté ce regard extérieur, et en même temps, il est resté ouvert à mes remarques, à mes idées. Voilà, on a su partager un peu nos visions, ce qui a permis de faire naître Turbulence, justement. Donc voilà, pour moi, Alexis, c'est quelqu'un de très respectueux du travail des autres, très passionné dans ce qu'il fait, et voilà. Pour ma part, avoir travaillé avec lui, c'était vraiment ce que je recherchais, et je pouvais pas rêver mieux. Alors pourquoi finalement t'as monté ta propre maison d'édition? C'est quand même pas banal, ça. Je vais répondre. Je me permets juste de remercier Ben, parce que c'était en fait surtout pour moi un privilège de travailler avec lui, qui est un photographe immense. Moi, je pense le meilleur photographe de surf du monde, qui vit au cœur de la vague, hein, qui était au Puo à Tahiti, voilà, donc il est sur le spot, hein. C'était vraiment une expérience extrêmement riche pour moi de pouvoir discuter, de l'aider à construire son livre, et en fait c'est une des raisons. La maison d'édition, c'est au fond un outil pour pouvoir à la fois faire des livres comme Les Finisseurs, c'est-à-dire des objets, des ovnis, dans lesquels il y a une liberté incroyable de pouvoir tout décider. Donc l'idée de la maison d'édition, c'était de pouvoir faire des livres comme Les Finisseurs, dans lesquels voilà, je pouvais être le photographe ou l'auteur, etc., et avoir un champ des possibles un peu absolu, et aussi pouvoir faire des rencontres avec des photographes et proposer à des photographes ou des auteurs une expérience un peu similaire, c'est-à-dire, et alors je suis pas en train de dire que les autres maisons d'édition font pas ça, mais avec Ben, l'idée par exemple, c'était de dire que ça allait pas être l'envoi d'un gros dossier avec ses photos, on fait une mise en page, et puis deux, trois fois il peut donner son avis. L'idée, c'était de tout penser ensemble, un peu voilà, c'était de pouvoir tout penser ensemble, de pouvoir poser à plat qu'est-ce que c'est un livre, comment on construit cet editing très particulier qui n'est pas non plus celui d'une série classique, etc. C'est une écriture à part entière dans laquelle on a plein de choses à décider, le papier, le format, le rythme, est-ce qu'il y a des textes, où sont les textes, comment on habille un peu un matériel photo. Et donc
C'était ça l'autre motivation d'avoir cette maison d'édition. Pareil, c'est évidemment pas quelque chose que je fais tout seul. Frédéric, mon frère, est à l'origine de la maison d'édition, et moi, on va dire que j'accompagne surtout la partie photo, visuelle, parce que c'est ça qui m'intéresse le plus. Et ouais, avoir une maison d'édition, c'est beaucoup de travail, mais ça permet de poursuivre des objectifs un peu à long terme. C'est vrai que moi, quand je fais de la photo, quand je vais sur une course, quand je fais un voyage, je sais pour qui je fais les photos dans l'immédiat. Mais c'est vrai que moi, j'ai besoin d'avoir cette espèce de vision un peu à long terme finalement, j'entretiens une sorte d'arrière-chambre où mes photos vont trouver une place et qui peut-être un jour, ça sera un livre ou sera quelque chose comme ça. Et une logique de série qui est un peu différente de l'urgence habituelle de voilà, on doit faire une commande pour un magazine, on fait quelque chose de très précis, de contraint par un temps et un espace. Et depuis que je fais de la photo, surtout depuis que je fais de la photo en ultra-trail, j'ai toujours cette idée un peu de construire oui, je disais une arrière-chambre, je sais pas comment trop l'appeler, mais en tout cas un espace où des photos de lieux très différents et d'atmosphères très différentes vont peut-être un jour trouver un agencement et une logique d'ensemble. Bon, écoute, Alexis, c'est passionnant de discuter avec toi. On a le chronomètre qui s'emballe. On n'a pas 60 heures pour rester au coin du feu avec toi, comme pour finir la Barclay. Je vais devoir donc mettre un terme à cette discussion. Mais avant de passer au débrief, on a une annonce à faire pour nos auditeurs, puisqu'on met en place un petit concours avec notre partenaire, le laboratoire Whitewall, à l'occasion de ta venue ici dans Faut pas pousser les ISO. Alors, tu as l'extrême gentillesse et la grande générosité d'offrir à l'un de nos auditeurs un tirage d'art, donc, d'une de tes photos. Pas de NFT ici, bien entendu, on parle bien d'un tirage papier. Alors Alexis, est-ce que tu peux nous dire déjà quelle photo tu as décidé d'offrir et nous faire saliver un peu d'envie en nous racontant ce qu'on va pouvoir y voir sur cette photo? Oui, alors c'est une photo relativement récente qui date de l'année dernière. C'est un crépuscule dans le massif de l'Estérel, c'est pas très loin de Cannes. Et voilà, c'est assez... on va dire classique pour moi. On voit une silhouette d'un coureur sur une arête rocheuse dans une lumière comme ça, très un crépuscule doré, comme il y en a parfois dans ce genre de région là, le massif de l'Estérel donc. Et voilà, il y a des volumes montagneux en arrière-plan. Tout est baigné comme ça par une lueur dorée, et c'est une image voilà, c'est vraiment le type d'image que je recherche. Tout à l'heure on parlait du cinéma et des inspirations. C'est vrai que voilà, je sais pas, pour moi il y a un peu du Dune ou des choses comme ça. On est en couleur donc. Ouais, on est en couleur là. On est dans ce genre de couleur là qui en fait, si je vous avais pas dit que c'était un massif du sud de la France, vous auriez pu avoir des hypothèses bien exotiques. En fait, comme souvent, pas loin de chez nous, il y a des paysages et des. Il y a un Colorado dans le Luberon. Exactement. Alors bien entendu, c'est le laboratoire Whitewall qui aura la lourde responsabilité de réaliser ce tirage d'art que nous allons mettre en jeu, mais c'est toi qui as décidé et du format et du procédé et du papier qui va être utilisé. Qu'est-ce que tu as choisi comme option? Alors j'ai choisi, il y avait vraiment l'embarras du choix, j'ai opté pour un cadre vitrine avec un tirage alu Dibond flottant. C'est vrai que j'aime beaucoup les cadres noirs, les caisses américaines. C'est quelque chose
que j'apprécie et voilà, c'est souvent vers là que je me dirige. Là, je trouvais vraiment intéressante il y a une idée de volume et de profondeur avec cet encadrement en particulier qui, je pense, va faire ressortir les volumes et la profondeur qu'on peut trouver dans cette image-là. Donc j'ai vraiment hâte de voir le résultat et je suis presque un peu jaloux d'imaginer cette pièce. Quel format, du coup ? Alors je pense qu'on va être sur du 90-60. Ok, donc un beau tirage. Super, génial. Bon bah écoutez, si vous en avez envie, vous pouvez. Je suis intéressé, on peut participer. Non, Benjamin, ce n'est pas pour toi, c'est pour les auditeurs. Donc si vous avez envie de gagner ce très beau tirage d'art qui sera signé évidemment de ta main, Alexis, et réalisé par le laboratoire Wattwall, c'est très simple. Une fois de plus, ça se passe sur notre compte Instagram. Dans un premier temps, il faut évidemment nous suivre, faut pas pousser les ISO. Suivre également le compte de Whitewall, Whitewall_lab. Et évidemment toi, Alexis _Berg. Et dans un deuxième temps, répondre en commentaire du post qui annonce ce petit concours à la question suivante. Combien de finisseurs il y a eu à l'édition 2022 de la Barclay ? Vous avez évidemment la réponse dans cette émission. Un tirage au sort sera organisé pour désigner le lauréat. Vous avez jusqu'au 30 mars, minuit, pour tenter votre chance et vous pouvez, comme d'habitude, retrouver toutes les informations du concours sur notre site fautpaspousserlesiso.com.